Déjà Véronique à ce moment-là, qui n'est pas issue du milieu agricole, ou en tout cas pas directement fille d'agriculteur, est venue avec une série d'interpellations, mais qui est rapidement balayée par le fait de la désinformation. Questionnement par rapport à la possibilité de l'agriculture biologique de nourrir la planète, questionnement par rapport à la santé, l'application de la santé sur la santé de l'utilisation de produits phyto, questionnement sur notamment le sens de l'élevage blanc-bleu, et finalement les années 2000, je dirais à 2005 sont des années où on va prendre conscience de toute une série de choses. La dernière année où on a fait du blanc-bleu, on a eu à peu près 30% de veaux qu'on a dû euthanasier à la naissance. C'est la finalité économique ne peut pas tout justifier dans une société. Je pense que c'est ça le cœur de ce qui nous était dit. Le lien, le sens de ce qu'on fait est finalement plus important que l'argent qu'on peut en retirer. Mon grand-père est arrivé ici en 1937 avec ce que son papa lui avait donné et ce que son beau-père lui avait donné comme dot pour sa fille, et il a repris une ferme. Mon papa s'est endetté pour une dizaine d'années, nous on s'est endetté pour 25 ans. On s'est dit, la génération suivante, comment ça va se passer? Surtout qu'on n'a pas un fils unique. Donc, cette question de transmission. On a parlé des produits phyto tantôt, là, le constat que les produits phyto fonctionnent de moins en moins bien, il y a de plus en plus de plantes résistantes, il y a de plus en plus de champignons résistants, d'insectes résistants. Le constat de cette distance qui continue à se creuser entre la société et le producteur, et l'agriculture. Donc, voilà, ces questions-là et d'autres encore ont fait qu'on s'est dit là, il y a quelque chose qui doit changer. Donc on a eu beaucoup de plaisir et beaucoup de satisfaction de notre nouvelle maison construite de façon écologique. On tombe dans la revue Imagine sur un article qui traite de l'origine du soja. À ce moment-là, il venait essentiellement d'Amérique latine. Et puis, excusez notre ignorance, mais c'est là qu'on prend conscience de la monoculture intensive, des petits paysans de là-bas qu'on chasse de leurs terres pour que des multinationales puissent faire ces cultures-là, plus l'impact écologique de l'exportation vers l'Europe pour que nos belles vaches noires donnent beaucoup de lait. Et là, on s'est dit si... enfin, voilà, maintenant qu'on sait, on peut plus... On est complice de quelque chose si on continue à apporter la protéine dans la ration animale au travers du soja, puisqu'on donnait du tourteau de soja. Pierre avait demandé si on pouvait l'avoir sans OGM, mais on n'était pas allé au-delà. On n'était pas allé au-delà de la réflexion. Et donc cette question du soja nous a vraiment fort habité par rapport à, ben voilà, qu'est-ce qu'on a envie pour nos vaches, quelle rentabilité pour un troupeau qui était quand même performant dans les critères de l'agriculture conventionnelle. Et là, toi, tu as cherché à produire des protéines autrement. Ça, c'était en termes de culture, en termes agronomiques, ce sont les premiers changements après la suppression du blanc-bleu dont on a déjà parlé. La recherche de production de protéines autres que le soja, ça, c'était ton premier cheval de bataille. Le but est une production de févrole et de lupin à ce moment-là. Oui, de production de févrole et de lupin à ce moment-là, dans l'idée de remplacer du soja. C'était toujours une réflexion simple. Par quoi je remplace du soja. Et puis, et c'est là qu'on a constaté que ça ne marchait pas très bien. En fait, les févroles, c'est quand même beaucoup moins riche en protéines que le soja. Le lupin, c'est quand même vachement mieux, mais le problème là, c'est les rendements qui sont extrêmement fluctuants, et donc on ne sait pas construire un système autonome avec des rendements qui peuvent varier du simple au triple. Sur quelle base on se fixe pour faire son assolement. Et du coup, on s'est rapproché un peu des gens qui étaient en autonomie déjà à l'époque. Et on s'est dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, une vache, ça mange de l'herbe. Et on s'est rendu compte que l'herbe, c'était
très productif, ça produisait finalement beaucoup plus de protéines à l'hectare que le soja, que c'était bénéfique pour la santé des vaches, et qu'en plus, ça pouvait pousser sans engrais. Et donc là, on s'est lancé dans l'autonomie au travers de l'herbe, aidé en cela par un réseau qui s'était mis en place au niveau du parc naturel des plaines de l'Escaut, le groupe Herbe, qui s'inspirait des travaux d'André Pochon en Bretagne, et aidé par Daniel Vaux, qui était vraiment le promoteur de la technique du pâturage tournant rapide. C'est dans la région, hein, pour ceux qui viennent de... En Hainaut, voire même plus largement que ça, je crois qu'il y a des groupes qui est quand même vachement célèbre. Et donc on a vraiment été séduit par ça, et en 2 ans, je dirais, on a mis en place de la prairie temporaire, on a mis en place du pâturage tournant avec des chemins, avec des parcelles, une trentaine de parcelles. Et puis 2009, la crise du lait, voilà, dont tout le monde se souvient. Et donc cette crise-là mettait encore plus, rendait plus pointu ce sentiment de malaise et de dépendance par rapport à l'industrie, puisque là, elle avait très clairement décidé de ne plus rémunérer le travail des producteurs de lait. Ça va? C'est bon, oui, parfait. Nickel. Et là, on s'est dit ici, c'était le cas de tous les producteurs de lait. Donc travailler pour ne pas avoir vraiment de rémunération, ça peut aller un petit temps, mais ça ne peut pas aller toujours, hein, on est bien d'accord. Et on s'est dit, moi je vivais en tout cas très mal le fait d'être un pantin aux mains de l'industrie. Et comme j'avais déjà dit avant, qu'est-ce que ça a comme sens qu'on fait, là encore plus qu'avant, je me dis mais qu'est-ce que ça a comme sens de... notre vie et ce travail. Et donc on a participé à la crise du lait, comme beaucoup, avec l'épandage et tout ça. Et finalement, on s'est, un peu par nécessité, on s'est remis à faire du beurre, juste pour pas acheter tout le lait. Puisque je ne suis pas issue du milieu agricole, mais Pierre a fait le beurre avec sa maman. Et donc dans un ancien bâtiment, il y avait encore tout le matériel, et lui, il avait le savoir-faire. Et donc on s'est mis à turbiner. Et puis on s'est retrouvé avec 100 kg de beurre dans le congélateur, pas de licence bien sûr, ça ne s'attrape pas en 8 jours. Hein. Et donc on a distribué à la famille, puis on a stocké au congélateur, et puis voilà, réflexion. Et on s'est... Il faut dire aussi qu'on s'est bien amusé à faire ça. On s'est bien... La joie était tout remplie. On s'est bien... C'est vrai que et pour les enfants, on a 4 enfants. C'était un peu l'euphorie. C'était vraiment l'animation c'est un dimanche. C'était vraiment l'animation d'un dimanche, la vue tourmentée. Voilà, ça en était devenu positif comme quoi. Et finalement, moi je n'avais pas de savoir-faire dans la matière, je suis assistante sociale. Et donc là on s'est dit, mais peut-être qu'une façon de se reprendre un tout petit peu en main, c'est de se dire, on va déjà transformer un tout petit peu notre lait. Au moins cette partie-là sera valorisée. Et donc je suis allée suivre une formation de fromagère au Cara à Hague pour faire le yaourt, le fromage blanc. Et on va avoir quelques repères quand même dans le domaine, les normes HACCP, tout ce qu'il faut savoir pour commencer. Et donc on a vraiment bien réfléchi à ça, on a contacté l'ASCA, on pouvait commencer dans la laiterie. Et donc c'était 2009 la crise, et pour le 1er mai 2010, j'ai fait mes petits essais dans ma cuisine. Le 1er mai 2010, on a commencé à vendre nos premiers produits laitiers dans mon entrée. Là, et j'avais une dérogation pour se transformer dans la laiterie, pour ne pas faire les frais d'une grosse installation. On a fonctionné à minima, c'était parfois rock'n'roll, ça je ne le cache pas. Et on avait peur que les gens ne reviennent pas à la ferme pour... Est-ce qu'on va revenir à la ferme pour acheter une livre de beurre et 3 pots de yaourt? Ça, on ne savait pas trop. Et... on savait plutôt que non, oui. Et là, on s'est dit qu'il faudrait peut-être compléter l'offre. Et on a pensé au maraîchage. On s'est dit, ça peut être dans nos cordes et ça peut être tout à fait complémentaire. Et peut-être que les gens vont revenir à la ferme s'ils peuvent avoir plusieurs choses dans leur panier. Et ces légumes, parce que bon, vous avez entendu les réflexions d'avant, ces légumes, on les commence en conversion bio. Ce sera sans intrants chimiques, sans traitement.
Et on a annoncé ça, on a juste mis un taux de boîte dans les boîtes à lettres du village, juste à Bari. Encore pas dans les rues des agriculteurs qui faisaient déjà du beurre. Oui, et pas dans les rues des agriculteurs qui faisaient du beurre. Très bien. Au départ, c'était l'incompréhension. Pierre qui passe. C'est pas pour vous la ramener, mais j'étais quand même considéré comme un bon fermier conventionnel. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'est changé maintenant, mais le regard qu'on avait sur le bio il y a 7-8 ans, c'était quand même long cheveux, long poil, sandales. Long cheveux, long poil, sandales. J'avais moi-même une expression que j'aimais beaucoup, c'était que le bio, c'était celui qui fumait l'herbe de petite belle donner à ses vaches. Et donc, oui, c'était quand même, les voisins se sont dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, Pierre, hein? Notre fournisseur d'engrais, le jour où je lui ai dit que je n'allais plus lui acheter d'engrais, il m'a regardé, il m'a dit, va te dire que ton grand-père et ton père ont toujours été à la pointe, et toi? L'avantage du séchoir, outre la santé des animaux, outre l'agrément dans la ferme, c'est certainement de faciliter la distribution. Une fois que le tas est confectionné, on n'a plus besoin d'énergie fossile, plus besoin de mélangeuse, plus besoin de télescopique. C'est en fait une grue électrique qui va reprendre la nourriture et la distribuer dans les donc, qui est une énergie électrique qui au moins peut être plus écologique que de l'énergie fossile. Une grande facilité de gestion du stock, c'est avec l'herbe au pâturage, elle peut varier très vite. En une quinzaine de jours, sa composition peut très fort évoluer de quelque chose de pas du tout structuré, avec énormément d'éléments à quelque chose justement avec beaucoup de cellulose et peu d'éléments nutritifs. Et donc là, puisqu'on a différents tas, on peut facilement les piocher dans l'un ou l'autre, ce qu'on peut faire quand on a un silo. On peut aussi travailler avec un stock important dans l'auge, que les vaches viennent manger quand elles ont envie, et qu'elles ne viennent pas manger quand elles n'ont pas envie, le stock ne va pas se dégrader. Alors qu'un ensilage, il va rester dans l'auge pendant 48 heures, il va chauffer, plus propre à la consommation. Et puis il semble, à travers une série d'études que finalement la composition du lait est favorablement influencée par l'absence d'ensilage, mais aussi par les valeurs Non, quand on a commencé le maraîchage, on s'est rendu compte que finalement pratiquement toutes les semences étaient hybrides. Au début, on ne s'est pas posé de questions, on s'est dit, bah voilà, c'est bien. Et puis assez vite, on s'est dit, mais finalement, les semences hybrides, elles sont sélectionnées pourquoi? Elles ne sont pas sélectionnées pour leur bon goût, elles ne sont pas sélectionnées pour éventuellement un apport important en éléments nutritifs, elles sont sélectionnées pour avoir une forme standard et pour correspondre aux besoins de l'industrie. Et on était vraiment devenus allergiques à ce que l'industrie pouvait avoir besoin. Donc on a dit, bah, après tout, on va abandonner ces semences hybrides pour revenir à des semences lignées. Et donc là, on s'est mis à sélectionner des variétés typiquement, la qualité première, c'était le bon goût. Et ça, très vite, à ce moment-là, on a un retour de la part de nos clients qui nous disent, oh, qu'est-ce qu'elles sont bonnes vos carottes. Simplement, ouais, c'est pas des F1. Il était marqué sur le catalogue spécialement savoureuse. Alors, c'est des carottes, on les verra au supermarché, on n'y touche pas, parce que voilà, ça a été attaqué par les vers, parce qu'elles sont un peu fourchues, parce que justement on a dans des conditions. Enfin, je ne vais pas sur le détail, mais il se fait que les gens les achètent parce qu'elles sont bonnes. Et on s'est dit, mais finalement, tout ce que l'industrie nous propose comme semences, c'est à remettre en question. On a fait la connaissance du réseau des semences paysannes plutôt pour le volet céréales. Et là aussi, on s'est lancé dans une investigation, toute une série d'essais à propos de ces semences-là. On s'est aussi lancé dans les mélanges de variétés.
Et là, c'est justement pour éviter, puisqu'on a fait le choix de ne pas utiliser de fongicides, même ceux agrégés en bio, éviter que nos écoles soient complètement détruites. Et là, je dirais, on a tilté une année où j'avais un mélange triticale poids fourragé, et où j'avais posé 2 tonnes hectares de poids, et pas de triticale, parce qu'il y a une attaque très précoce de rouille jaune, et donc j'ai récolté 0 triticale. Et je me suis dit, après tout, si on mélange les variétés, on va avoir une variété sensible à ceci, une autre sensible à cela, mais finalement, dans l'ensemble, il y a toujours bien une résistance qui va fonctionner. Donc maintenant, les blés, c'est une variété en mélange, c'est un mélange de 4 variétés que je cultive ensemble et que je ressème chaque année, que maintenant j'appelle la variété ferme du oui, parce que finalement plus grand chose à voir avec les variétés d'origine. Et puis alors j'ai fait une découverte tout à fait étonnante cette année-ci. J'avais semé du rouge de Bordeaux que j'ai eu par un collègue qui a eu un collègue, enfin, voilà. Et cette variété, elle m'a donné 13,5 de protéines. Ben, le bilan. Moi, je dirais que le bilan principal pour moi, c'est qu'on a retrouvé du sens à notre travail, à notre quotidien. On a retrouvé du sens et autour de ce travail-là, il y a beaucoup de liens, tant avec des professionnels qu'avec les clients qui viennent. Les clients, j'aime pas ce mot-là, ce sont des gens, ce sont des personnes qui viennent et ce qui est très gai, c'est de pouvoir échanger. Par exemple, on a la tomate Green Zebra dans nos tomates parce que c'est un ami qui vient faire ses courses au magasin qui dit moi j'ai la tomate. On est dans un échange, de pratique, on est dans un échange de conseils, on est dans un échange de cuisine. Alors, ce qui est comique, c'est que au magasin, c'est Pierre qui est aux légumes et moi aux produits laitiers, c'est lui qui donne les conseils des recettes, mais c'est moi qui cuisine. Si vous voulez des conseils de recettes,